Même si vous êtes un mauvais entrepreneur, si vous êtes dans la bonne opportunité, dans le bon marché, il y a de grandes chances que ça fonctionne bien. Par contre, ce que je pense, c'est que avant, quand tu lançais un business il y a 20 ans, sur une opportunité de marché qui était claire, tu avais beaucoup plus de chances de réussir. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup moins de concurrence qu'aujourd'hui. Là où il y a 20 ans, je sais pas moi, par exemple, un bête truc, tu voulais un site internet, tu lâches quoi, 10, 15, 20 000 euros. Toutes les formations en ligne ne sont pas bonnes. Et je pense que ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on se forme réellement sur Internet aujourd'hui. Quel type de programme est-ce qu'on achète? Est-ce qu'il faut se former en payant? Est-ce qu'il faut se former gratuitement? Si toi aujourd'hui tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, avant de dépenser ton argent en formation en ligne, et encore une fois, je te le dis, acheter des formations en ligne, c'est bien. Informez-vous sur le formateur. Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun formateur en ligne qui a ne serait-ce qu'un minimum de social proof dans le monde réel. Tu penses que l'entrepreneuriat c'est fait pour tout le monde? Oui, mais pas de la manière que les gens pensent. Dédicace à tous les gens qui méprisent les salariés. Sachez que le top 1% des salariés est mieux payé que 99% des entrepreneurs. Donc choisissez correctement votre camp. Le plus important, c'est pas ce que vous faites, mais comment vous le faites. Je m'appelle Marvin Diaye et à l'âge de 20 ans, j'ai quitté mon job de cuisinier pour revendre des plats que je préparais dans la cuisine de ma maman. Et avec 1500 € de capital, j'ai monté Freshio, une entreprise qui est passée de 0 à plus de 10 millions de valorisation en moins de 3 ans. Je m'appelle Mason Ndiaye, j'ai quitté mes études à 18 ans pour me lancer dans le business en ligne. J'ai créé plusieurs business qui ont dépassé le 1 000 000 € de chiffre d'affaires en moins d'un an dans l'e-commerce, le consulting et le Web3. On a aujourd'hui fondé Ultra, qui est un cabinet de conseil et un fonds d'investissement qui accompagne les entreprises des 100 000 € de chiffre d'affaires annuel en fonction de votre business model. Notre but avec ce podcast est de partager notre expérience et celle de notre réseau afin d'aider un maximum de personnes qui sont dans la même situation qu'on était il y a quelques années à lancer un business profitable sur le long terme. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format qui s'appelle Ultra. Bonjour Mason et bienvenue pour ce premier épisode. Comment vas-tu? Salut Marvin, ça va très bien et toi? Super Mason, c'est ton initiative, ce changement de podcast, ce changement d'environnement, ce changement de format. Ouais. Tu peux nous expliquer quelles valeurs les gens vont en tirer de ce type de conversation et quel va être le thème d'aujourd'hui? Je pense que c'est important. Ouais. J'avais une frustration par rapport aux autres émissions qu'on faisait qui était qu'on ne pouvait pas creuser assez en détail les sujets et que souvent le format podcast il est sympa et il est très divertissant mais je trouve qu'on n'en apprend pas assez parce qu'on ne va pas assez profondément dans les choses. Donc la différence avec cette émission et la plupart des podcasts qu'on peut voir, c'est que maintenant on va creuser en détail un sujet pendant 30, 40 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, le temps qu'il faudra en fait pour aller au bout des choses. Et le premier sujet qu'on va aborder, c'est le sujet de 0 à 1, qui est du coup du stade où on n'a même pas d'idée, on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, à on a déjà quelque chose, on a un business qui tourne, qui avance et qu'on cherche à scaler. Super. C'est un sujet qui est quand même vachement compliqué, mais qui pour moi se décompose en plusieurs étapes, si on peut commencer de manière simple. Moi, je pense qu'on peut commencer par notre expérience. Ouais. Déjà, tu vois, toi, quel a été ton parcours de 0 à 1 et quel a été ton cheminement mental et même physique pour lancer Freshio? Bah écoute, je pense que vraiment de 0 à 1 million avec donc Freshio. Pas forcément 1 million. Hein. Quand je dis de 0 à 1, c'est vraiment de rien du tout à quelque chose. Ok. Du coup, de 0 à 1, moi, mon parcours, il a commencé de manière assez simple. Bah, du coup, donc j'étais salarié à la base, donc je travaillais comme cuisinier. Et je pense qu'un truc qui est important de rappeler aux gens, c'est que tu peux lancer aujourd'hui un business en étant du coup salarié, en commençant en fait une activité sur le côté et qu'on n'est pas obligé de faire all-in de manière folle pour lancer son activité. Du coup, je commence mon activité en parallèle où du coup, je commence donc à créer du coup mes recettes, à créer du coup le site internet avec toi. Donc j'ai pris les compétences et les personnes qui étaient autour de moi. Et ensuite derrière j'avais une idée de produit bien précis qui était donc des plats fitness. Et en gros derrière j'ai commencé donc à faire des designs sur Facebook et à publier du coup mes menus sur Facebook et commencer à vendre comme ça en parallèle de mon job avec un statut d'indépendant complémentaire. C'était quoi tes problématiques pour démarrer? Et je pense que en fait c'est un point dont on parle presque plus et il y a plein d'entrepreneurs qui disent oui, les routines, le mindset, etc., ça ne sert pas à grand-chose. Parce que je pense que quand on est un entrepreneur accompli, qu'on a des responsabilités, qu'on a, que ce soit des salariés, des clients, enfin, on a des obligations, on n'a pas besoin de toutes ces routines, tout ce mindset, de quoi que ce soit, parce qu'en fait, on est forcé à passer à l'action. Mais j'imagine que tu devais avoir des doutes au départ. Alors, je pense que mon plus gros problème au tout début, moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez fonceur, ça a été plus la technique et l'information. Donc par exemple, une fois que j'ai eu mon idée de vente de plats, et je pense toujours aussi comme ça, je m'étais dit aujourd'hui, quel est le chemin le plus court entre commencer à vendre mes plats et recevoir l'argent de mes premiers clients?
En fonction de ça, en gros, j'avançais, et je rencontrais plein de mais sur la route. Ouais, mais tu dois faire comme ci, oui, mais tu dois faire comme ça, oui, mais si, oui, mais ça. Et à la fin, le seul truc qui était réel, c'est qu'il fallait une autorisation du coup alimentaire pour pouvoir le faire, ainsi que du coup un statut d'indépendant complémentaire. Avec donc ce statut-là, j'ai directement fait ma plateforme en ligne, remis mes informations donc de TVA, et derrière, en gros, j'ai commencé à générer mes premières ventes parce que j'ai vraiment un canal. Du coup, j'avais que Facebook et c'est resté notre canal pendant longtemps. Un produit, des plats préparés à nature, du coup, fitness. Et derrière, du coup, un type d'avatar client, les gens qui n'ont pas le temps. Et en gros, on est vraiment resté sur ça et on a vraiment foncé vraiment sur ça. Et ça a été mon premier market fit. Un truc que j'ai fait beaucoup qui m'a aidé et que je pense qui est hyper important et que je dis toujours aux gens, quand vous lancez un produit ou un service, regardez que ça existe déjà. Parce qu'au début, on n'est pas des entrepreneurs confirmés, on n'est pas des entrepreneurs aguerris. Et à moins que vous soyez le prochain Zuckerberg, alors j'espère qu'on a beaucoup de Zuckerberg qui nous regardent aujourd'hui, mais les chances sont quand même malheureusement assez faibles. Euh, c'est dommage en fait de remettre sa chance sur du succès, c'est dommage de remettre son succès sur de la chance, alors qu'il y a plein de services, plein de choses qui apportent énormément de valeur, peut-être aux gens qui sont autour de vous, mais qui ne sont juste pas en fait disponibles peut-être dans le pays, ou vous avez peut-être une technique dans la manière de faire, par exemple si vous êtes coiffeur, cuisinier, ou vous avez un savoir-faire qui est différent par rapport à d'autres, ben, n'hésitez pas à le mettre en avant. Et je pense que beaucoup trop de gens sont excités par créer le Facebook de demain, mais pas assez par créer juste, j'en sais rien moi, des business faciles comme euh, le Carrefour de demain, genre mettre de la nourriture à disposition, etc. Comme par exemple Efren peut le faire avec Into Basket. Ok. Et toi, ton 0 à 1? Mon 0 à 1, je pense qu'il commence par se dire qu'on peut entreprendre, tu vois, et parce qu'on vient certes d'une famille où nos parents ont entrepris, entre guillemets, puisqu'ils ont investi dans l'immobilier, même si ça s'est pas bien fini du tout. Mais se dire qu'on n'a pas besoin de finir les études, réfléchir à quelles sont les opportunités de business qu'on peut lancer, etc. Et puis faire un choix. Je pense que du coup, ouais, il commence par faire un choix de se dire, bah, j'arrête moi personnellement mes études et je teste une, deux, trois choses pendant une certaine période donnée et je prends la décision de faire ce parcours et de le faire à 100%. Au contraire de toi, vu que moi j'étais pas salarié, euh, j'aurais pu faire ça à côté de mes études, mais je voulais le faire à 100%. Et je pense que c'est ce qui fait que ça a marché, quoi. Parce que j'avais pas de plan B. Et je pense qu'il faut fonctionner en fonction de sa personnalité. Je sais pas si c'est une bonne chose. Et puis même, notre personnalité peut évoluer. Mais en tout cas, la manière dont je fonctionnais à l'époque, un peu moins aujourd'hui, mais je suis toujours de ce tempérament-là, c'était se mettre un peu au pied du mur, quoi. Pas avoir le choix et tout donner pour essayer d'y arriver. Et donc, ouais, il a commencé avec le business en ligne, le e-commerce et le dropshipping à la base, avant de transitionner en marque. Et Freshéo en parallèle, où on a aussi démarré ensemble. Et ouais, mes problématiques du départ, c'était beaucoup sortir de ce cadre un peu scolaire où en fait on nous donne des trucs à faire et il suffit de les faire, à réussir à, ben, même si tu as les bonnes informations, s'organiser, tout planifier, avancer et se mettre des contraintes à soi-même en fait pour pouvoir avancer. J'ai un tempérament vachement différent du tien dans le sens où moi j'ai besoin de pression, que ce soit mise par moi-même ou par l'environnement extérieur, pour pouvoir avancer. Et j'ai pas cette autodiscipline de base qui me permet de... J'ai un but, j'y vais quoi. Donc ça a été beaucoup se mettre des contraintes pour avancer, avancer, avancer. Et le moment où finalement ça a commencé à marcher pour moi au début du business en ligne, c'était un mois avant la rentrée où en fait il y avait un ultimatum que je pouvais pas repousser. Alors que j'avais toutes les compétences, tous les trucs avant ça, quoi. J'ai pas eu un déclic où je me suis dit, j'ai fait un truc de fou. C'était des choses que je maîtrisais, que je connaissais. Alors oui, il y a eu plein d'échecs, il y a eu plein de trucs, j'ai pas rien fait pendant 6 mois. Mais cette pression et ce truc apportent quelque chose de supplémentaire qui me pousse à me dépasser. Et c'est ça qui a fait que, boum, ça a été un déclic, puis après, ça a continué, quoi. Est-ce que tu penses que quand on débute sa carrière entrepreneuriale ou son aventure entrepreneuriale, est-ce que c'est important de mettre une routine en place? Et à partir de quand tu penses qu'il n'y a plus besoin de routine? Je pense que ça aide toujours. Je pense qu'au moment où peut-être tu dois pas te concentrer sur une routine, c'est quand les routines, ça consomme on a tous dans notre journée une jauge de volonté dans laquelle on va puiser pour faire les actions qu'on a à faire. Si ta routine, elle vient piocher trop
dans ta jauge de volonté et ça t'empêche de faire des actions que tu es obligé de faire la journée parce que dans ton travail, tu as trop d'obligations, bah à ce moment-là, il ne faut pas dépenser cette jauge d'énergie dans une routine alors que tu as plein de trucs à faire, tu vois, et que tu es obligé de les faire et que tu sais que tu vas les faire. Si par contre, tu sais que tu as des choses à faire et que tu n'arrives pas à les faire parce que tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas le cadre, tu n'as pas la structure, tu n'es pas assez organisé, je pense qu'il faut que tu aies une routine absolument, quoi. Et que tu arrêtes quand ton entreprise te dépasse et qu'en fait tout ce cadre-là vient se confronter à toi et tu n'as plus le choix en fait. Non, je trouve que c'est cohérent. Moi, je trouve que, en fait, je trouve que tant que tes journées sont pas assez remplies, tu dois avoir une routine. Mhm. À partir du moment où le travail dépasse du coup ta routine, bah, laisse le travail dépasser ta routine et en fait ta routine va être guidée par Mhm. les actions qui sont faites pour le développement de ton entreprise. Alors je parle vraiment d'une routine uniquement professionnelle. Si c'est une routine privée, bah, ça techniquement c'est censé jamais s'arrêter. Mais quand tu commences à avoir un job qui est conséquent et tu commences à prendre de plus en plus d'espace, bah, quoi qu'il arrive, ta routine elle va commencer à se briser tout doucement. Mhm. Mais c'est pas grave parce que c'est pour ton évolution, donc c'est Ouais. intéressant quoi. On a des gens qui ont des niveaux de succès, tu vois, JC en parlait dans son podcast, qui lui a son niveau de succès et génère plusieurs dizaines, voire près de 100 millions de chiffres d'affaires annuels, a une routine quoi. Ouais. Et il Après, l'a il l'a su. intégré. Après, il a eu des En fait, je pense qu'il y a des périodes sans et Ouais, avec. Je pense que la routine, ça dépend aussi beaucoup de ta charge mentale et de ce que ouais. tu as en tête pour le moment, hein. Par exemple, je connais des entrepreneurs, vas-y, pour leur mettre une routine à Mhm. l'heure actuelle, quoi. C'est impossible. Ouais, ils sont Parce que, déjà tellement débordés par bah, tout ce qu'il y a à faire. imagine, tu vois, ton enfant dort pas la nuit, tu vois, et ta routine, c'est de te lever à 6 heures du matin. Bah, je peux t'assurer qu'au bout de 3 4 nuits, bah, tu vas arrêter cette routine-là. Alors, est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne? Non, parce que tu auras assuré tout ce que l'entreprise avait besoin. Par contre, est-ce que tu auras pu te développer personnellement? Bah, c'est un autre sujet, quoi. Est-ce que tu auras eu le temps de lire? Bah non, Mhm. parce que tu es en train de développer la génération d'après. Donc, c'est ça qui est assez Mhm. compliqué, quoi. Je pense que c'est jamais néfaste en tout cas. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Alors, il faut savoir que ce format-là va avoir va parler à plusieurs personnes. Mais pour ce premier épisode, on va parler un peu euh, ils disent en anglais, entrepreneur à en vouloir, entrepreneur à en Wannabe devenir. entrepreneur, ouais. Ouais, c'est un wannabe entrepreneur. Et ensuite, on parlera directement sur des conseils un peu plus techniques, sur du coup tout ce qui sera RH, recrutement, structure d'entreprise, levée de fonds, et bref, plein d'autres sujets qui, je suis sûr, vont vous intéresser. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur qui débute, quelles sont pour toi les premières actions à mettre en place? Tu devais genre en citer trois. La première, c'est choisir une opportunité et un marché qui est en cohérence avec soi-même. Et déjà ça prend pas mal de temps et je pense que trop peu de gens prennent le temps de savoir ce dans quoi ils se lancent. Et en plus, c'est moi qui avais des questions pour toi à la base parce que j'avais une structure à suivre. Mais ouais, choisir la bonne opportunité et le bon marché, c'est le premier truc à faire puisque c'est ce qui va déterminer une bonne partie de votre succès. Même si vous êtes un mauvais entrepreneur, si vous êtes dans la bonne opportunité et dans le bon marché, On il y a en de a grandes connu chances plein. que ça fonctionne bien. Reprenons l'époque dropshipping. Mm. Combien de mecs En plus, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de mauvais n'ont pas fait beaucoup. Enfin, beaucoup de bons entrepreneurs n'ont pas fait énormément d'argent avec le dropshipping parce que en fait, ils se sont vite sentis désalignés avec Le business le model. business model et qui aujourd'hui sont partis sur d'autres verticales Mm. et continuent à faire de l'argent. Et beaucoup de mauvais, en fait, bah, qui étaient juste à quête d'argent et de pas grand-chose d'autre, bah, aujourd'hui, bah, on rebondit pas vraiment. Enfin, ils rebondissent pas vraiment. En fait, ils sont plus en chute libre. Euh, et j'ai l'impression qu'en fait, techniquement, le dropshipping a créé plus de pauvres que de riches. Et que ça a remis beaucoup de gens aussi à leur place parce que ça a montré que, en fait, beaucoup de dropshippers, bah, avec un minimum de compétences et de connaissances, parce que tout était fourni assez facilement. Je suis pas d'accord. Ok, pourquoi? Parce que malgré tout, même si ça a permis à des gens qui n'étaient pas, allez, on va dire, quelqu'un qui a fait du dropshipping, qui a fait 1 million de chiffre d'affaires, ne vaut pas forcément un entrepreneur qui a monté une boîte qui fait 1 million de chiffre d'affaires annuel, parce que ben, en termes de compétences nécessaires, de difficultés, c'est pas comparable. Malgré tout, les personnes qui arrivent à générer autant de valeur, souvent en étant des one-person business, c'est des gens qui sont capables d'absorber énormément de compétences et de faire énormément de choses à elles-mêmes. Et j'ai jamais rencontré un gars qui était complètement à l'ouest et qui n'était pas capable de faire plein de choses en fait et d'être un gars qui maîtrise plein de skills. Alors certes, aujourd'hui, il y en a plein qui sont perdus parce que cette opportunité-là fonctionne plus autant qu'avant, parce qu'ils sont désalignés, etc. Mais je me fais pas de soucis pour ces gens-là parce que c'est des gens qui sont capables d'apprendre énormément de choses et qui aujourd'hui, même si je sais pas, ils se reconvertissent en marketeurs digital, c'est des gens qui peuvent gagner 10, 15, 20 000 euros par mois s'ils ont
la discipline, la motivation, et je pense que c'est un des problèmes premiers qu'on voit chez tous ces gens-là qui ont gagné, et moi y compris, hein, pas mal d'argent de manière entre guillemets simple, parce que rien n'est simple, mais plus simple que de monter une vraie entreprise, du moins au début. Et en fait, la courbe de difficulté, elle est inversée. Quand on monte une vraie entreprise sur le long terme, c'est difficile et très difficile au début, et après ça devient facile. Parce qu'on met tout plein de systèmes, de process en place, et que après le business ne dépend plus que de nous, mais de tous les gens en fait qui sont autour et qui font tourner l'entreprise. À l'inverse, où un business de dropshipping, c'est très facile au début parce que tu es un one person business en fait, mais tu t'essouffles très rapidement parce que en termes, ça demande beaucoup de choses, quoi, d'énergie, de trucs, etc. Et vu que tu fais tout seul, tu surchauffes vite en termes de charge mentale. Et donc après, tu dois faire appel à des compétences que tu n'as pas, à savoir recruter une équipe, mettre en place des process, enfin tout ce genre de choses. C'est ce qui fait que c'est inversé, quoi. Tu peux gagner en quelques mois quelques centaines de milliers d'euros de bénéfices, mais prolonger ça sur le long terme, ça va demander de recruter quelqu'un presque comme toi, en fait, ou alors de continuer à avoir la même constance. Et c'est ce qui fait que je pense sur le long terme, il y a peu de gens qui ont gardé ce niveau de succès-là et qui aujourd'hui génèrent autant d'argent qu'avant. Ouais, ça, c'est intéressant. Euh, Est-ce que tu penses que c'est plus facile d'entreprendre aujourd'hui ou il y a 20 ans? Je pense que c'est plus facile d'entreprendre aujourd'hui. Car en fait, à la différence d'il y a 20 ans, entreprendre déjà, on ne montait pas de société sans capital social important. Ça, c'est quand même une barrière qui a été retirée il y a peut-être 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, tu peux monter aussi bien en France qu'en Belgique une société avec moins de 1000 euros de capital social, ce qui est quand même une barrière à l'entrée qui est quand même vachement effacée comparé à ce qui a été fait précédemment. Ultérieurement, quand tu voulais monter une boîte aussi, tu avais très peu d'informations. Euh, Aujourd'hui, du coup, il y a beaucoup. Et je pense que la barrière principale qui ont été retirées par rapport à l'époque, c'est un, l'argent, deux, l'information, et trois aussi, tu as une visualisation aussi des besoins des gens mondiaux beaucoup plus grand que ce qu'il y avait avant. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais Ouais, aujourd'hui, tu tu peux sais, par exemple, voir. ouais, tu sais qu'en Chine, j'en sais rien, si demain ils boivent de l'eau semi-pétillante, semi-plate, j'en sais rien, tu vois, c'est un truc. Tu sais que ça existe en Chine, tu sais que tu peux l'amener en Belgique. Avant, si tu faisais pas le voyage, tu savais pas le savoir. Aujourd'hui, en fait, tu sais un peu savoir quels sont les besoins n'importe où. Tu regardes un peu ce qui est intéressant en fonction de ta personne et de ce que tu aimes. Donc, si tu peux répondre de manière simple, oui, clairement, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'entreprendre sur l'aspect accessibilité. Par contre, ce que je pense, c'est que avant, quand tu lançais un business il y a 20 ans, sur une opportunité de marché qui était claire, tu avais beaucoup plus de chances de réussir. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup moins de concurrence qu'aujourd'hui. Parce que c'était plus dur de se lancer au début. Et quand c'est plus dur de faire une action, imagine, exemple simple, tu ouvrais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de business qui sont les uns à côté des autres et qui font la même chose. Parce qu'en gros, ça marche, tu vois, dans les rues commerçantes, etc. Tu vas voir, il y a 4 coiffeurs dans la même rue, il y a 4 épiceries dans la même rue, les mecs vendent les mêmes produits. J'étais ici au Maroc, il y avait 4 magasins d'ordinateurs et de réparation de smartphones dans la même rue. Parce que la vraie porte d'entrée, elle est dans le fait d'investir au début. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de personnes dans l'immobilier qui gagnent beaucoup d'argent et qui en fait ne sont pas forcément incroyables, on va dire en termes de personnalité, parce qu'en gros la vraie barrière dans l'immobilier, alors je parle juste d'achat-revente ou d'acquisition avec de la location, en général elle est simplement liée à l'argent, elle n'est pas liée vraiment aux compétences, quoi. Donc voilà. Je suis complètement d'accord et j'aime bien ce parallèle entre l'accessibilité et ensuite la difficulté dans le business. Et au final, c'est logique, quoi. Plus les barrières à l'entrée descendent, plus il y a de concurrence, plus c'est compliqué de se démarquer et de faire quelque chose de meilleur que les autres et du coup de prendre des parts de marché puisque le marché reste le même, quoi. Il y a juste moins de barrières à l'entrée, il y a plus d'acteurs, donc la part est de plus en plus petite. Pour prendre une part plus grande, il faut être meilleur que les autres. Euh, Là où tu as parlé du côté légal pour investir de l'argent, je pense qu'il y a le côté légal, certes, où on peut ouvrir une société avec moins d'argent, mais c'est surtout que aujourd'hui c'est possible de faire un business et de réussir sans investir beaucoup de capital parce qu'il y a des outils qui nous permettent de le faire, notamment grâce au digital. Là où il y a 20 ans, je sais pas moi, par exemple, un bête truc, tu voulais un site internet, tu lâches quoi, 10, 15, 20 000 euros. Ouais. JC, ils vendaient des sites à 1 million, tu vois. Ouais. Donc, en fait, il y a plein de choses qui sont rendues accessibles grâce à la technologie. Pareil,
À l'époque, tu pouvais. Bah, Enfin, la digitalisation, déjà, c'est quelque chose. mhm. Mais il y a un moment, il n'y avait pas de Ouais. digital, quoi. Et donc, si tu voulais vendre des plats préparés, bah, fallait une surface commerciale C'est tout. dans une rue commerçante. Et là, fallait investir plusieurs dizaines de milliers d'euros, etc. Donc, ça, c'était les difficultés, elles étaient ailleurs, quoi. Ouais. Elles étaient dans avoir l'argent nécessaire pour se lancer. Et ouais, aujourd'hui, il y a plein de facilités. L'information, c'est autre chose aussi qui permet de apprendre des erreurs des autres. On a le retour d'expérience des autres. Il y a des podcasts, enfin, il y a plein de choses où, bah, à l'époque, si tu n'étais pas entrepreneur, si tu n'avais pas une famille d'entrepreneurs, si tu connaissais pas des gens, tu pouvais pas avoir accès à ça. Et nous, une bonne partie de notre formation et notre expérience d'entrepreneur vient de soit des programmes qu'on a achetés, enfin, soit de vidéos qu'on a regardées et tout ce genre de choses. Je Où... pense que c'est pour ça qu'on prône aussi autant ça et qu'on est vraiment le fruit en achetant des formations en ligne, en s'entourant correctement et en investissant sur soi-même, que ce soit dans les livres, dans les formations, dans les masterminds, même peu importe, que ce soit dans des objets qui vous définissent socialement, comme des voitures, des montres, etc., pour accéder à des cercles et pouvoir échanger avec les personnes et apprendre d'eux, je pense que c'est hyper important, quoi. Et tu fais un bon switch parce que c'est un sujet dont je pense qu'il faut parler. C'est on est convaincu et beaucoup de gens le sont des formations en ligne et du bien que ça peut apporter. Par contre, toutes les formations en ligne ne sont pas bonnes. Et je pense que ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on se forme réellement sur Internet aujourd'hui. Quel type de programme est-ce qu'on achète. Est-ce qu'il faut se former en payant. Est-ce qu'il faut se former gratuitement. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Moi, je pense que le truc aujourd'hui qui m'énerve le plus sur la formation en ligne, c'est que je n'en peux plus. Si toi, aujourd'hui, tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, avant de dépenser ton argent en formation en ligne, et encore une fois, je te le dis, acheter des formations en ligne, c'est bien. Informez-vous sur le formateur. C'est pas possible que des gens aient aussi peu d'informations sur les formateurs. Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun formateur en ligne qui a ne serait-ce qu'un minimum de social proof dans le monde réel. Moi, je vais prendre un exemple simple. Quand j'ai pris mon premier formateur à l'époque, on peut en parler parce qu'aujourd'hui, de toute façon, les programmes qui vendent ne sont plus forcément à jour. C'était Cédric Anissette. Et je pense qu'il y avait plusieurs points intéressants. Et d'ailleurs, le point principal sur lequel, à l'époque, il y avait vraiment aucun moyen de se référencer par rapport aux personnes et savoir quel est le bon formateur. Donc je me Il suis n'y en dit, avait pas beaucoup. il y en avait très peu aussi. Je me suis dit, l'immobilier, ça m'intéressait pas. Et c'est vrai que c'était un des seuls qui parlait du coup du pilier de business en ligne. Pas en ligne, mais il parlait de business physique. Et en fait, en gros, je me suis dit, le gars, en gros, est âgé. Donc, il approchait de la quarantaine à l'époque où il avait 35 ans. Je me suis dit, ok, si le mec est quand même âgé, bah, ça veut dire que ça fait déjà quelques années qu'il fait ça. Et qu'en gros, derrière, je vous explique mon chemin de réflexion à l'époque et pourquoi je pense être tombé sur un des meilleurs formateurs en ligne de cette période-là et qui a au final rassemblé un énormément de personnes. Parce qu'il faut savoir que ce qui était intéressant avec Cédric, c'était pas ses formations, ses produits, mais c'était surtout les personnes qu'il arrivait à attirer. Et il a arrivé à attirer beaucoup de belles personnes. Et en fait, ce qui avait d'intéressant, c'est de se dire, ok, le gars, du coup, il arrivait du coup à avoir, donc, il avait un certain âge. Son produit et ce qu'il communiquait était cohérent, mais c'était pas un truc. Et derrière, moi, là où il m'a eu, entre guillemets, c'est qu'il exposait beaucoup de possessions matérielles. Mais le truc qui était important avec Cédric, c'est que c'était pas des locations. Tu voyais que le gars, il possédait ça. Donc quelqu'un qui possède beaucoup de choses, alors peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, ouais, mais je vais peut-être me faire avoir parce que c'est de la location, etc. Il y a posséder les choses et les louer. C'est vrai qu'il ne faisait pas des pubs avec ma Lamborghini, louer. Non, il allait chez Lamborghini, il te montrait comment il achetait la voiture, il t'expliquait le prix exactement, il était assez transparent, il réunissait beaucoup de gens, il y a beaucoup de bons avis sur lui, etc. Aujourd'hui, je trouve ça fou, mais fou, 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 que les gens ne cherchent pas après les gens à qui ils donnent leur argent. Cherchez sur eux. Cherchez sur eux. Moi, je ne comprends pas comment des mecs, c'est peut-être une balle perdue pour Alexis Chance, je ne comprends pas comment un mec qui a un cerveau normalement constitué peut donner de l'argent à un mec comme Ça Alexis dépend de Chance. ce que tu cherches à apprendre. Mais si tu apprends à t'enrichir, Alex, il vend de l'enrichissement. Ouais. Mais Il fait de l'argent avec son business en ligne. qui? Alexis Jones. Ah ouais? Bah oui. Il fait de l'argent avec son business angel, mais il vend ça à des gens crédules. Bah du coup, il peut apprendre à d'autres gens à faire la même chose. Enfin, l'argent, il est là, les dépenses, il les fait. Est-ce qu'il y a autant que ce qu'il dit? Non. Mais le fait que ce gars-là ait un business, c'est non négociable. Enfin, tu vois, moi, je peux comprendre. Surtout des jeunes, tu vois. Où tu vois que le gars, ce qu'il vend, c'est un certain lifestyle.
il a pas l'air d'être un héritier d'une famille, c'est peut-être le cas, tu vois, mais on peut pas vraiment le savoir. Mais En en fait, allant chercher ton information vers ce type de personne, en fait, le problème, c'est que ton avenir long terme, oui, ça c'est autre chose. bah, c'est ça le vrai Mais problème. est-ce que les gens qui démarrent dans la vie ou veulent se former, je pense pas qu'il faut être aussi, comment dire, je pense qu'il faut avoir plus d'empathie envers ces gens-là, tu vois. Parce que aujourd'hui, c'est ce qui existe et c'est les référents qu'ils ont. Et quand tu regardes, il n'y a pas tant de référents que ça, tu vois. En francophonie, genre, enfin, t'as pas le choix énormément, quoi. C'est vrai. Et puis, non, moi, je trouve ça. Et puis même, enfin, si tu as envie aujourd'hui d'apprendre à monter des business de formation en ligne, je pense que c'est ce qui vend, tu vois. Bah, le gars, il a un business qui marche. Tu vois, il a un Mm. business qui marche, il a de la visibilité, il a des compétences. Il serait pas aussi vu s'il n'avait pas de compétences. Enfin, tu peux le faire, quoi. Est-ce que c'est ce dont, et là on peut switcher de sujet, c'est ce vers quoi les gens devraient se diriger? Je pense pas. En ayant eu l'expérience d'avoir du succès dans le business en ligne, de connaître plein de gens qui ont du succès dans cette sphère-là, je pense qu'une des problématiques principales et une des raisons pour lesquelles les gens ne durent pas, c'est peut-être cliché, hein, mais c'est parce qu'il n'y a aucune passion derrière ça et que c'est vraiment purement financier et que ça ne suffit pas à faire tenir un business. Le business est tellement dur que s'il n'y a pas autre chose que l'argent pour t'aider, du moins au-delà d'un certain stade, hein. Je ne dis pas que vous n'allez pas réussir à générer quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'euros, mais pour créer un business qui va vous alimenter toute votre vie, parce que c'est un choix de vie, de devenir entrepreneur, bah, il faut choisir un truc qui vous plaît un minimum et il faut apporter de la valeur à vos clients. C'est super important parce que sinon tu ne vas pas pouvoir tenir sur le long terme, quoi. Ouais, ça, t'as raison. Et je pense que ça prend vraiment, ce que je disais souvent, c'est que ça prend 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Et que le problème des succès rapides, c'est que ça t'expose à tellement d'effets néfastes derrière. Enfin, genre, tu le vois avec les artistes, quelqu'un qui est connu genre rapidement, tu prends une autre balle perdue, genre Weshden, tu vois. En fait, c'est super compliqué d'avoir une ascension comme ça, très au top, d'avoir vraiment fait un truc qui marchait vraiment bien. Et après, derrière, en fait, le problème, c'est que tu es déjà catégorisé comme artiste genre, qui a raté, et artiste, entre guillemets, qui a eu sa vague, qui a eu son moment. Et en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que le fait de persévérer, d'avoir un minimum de revenus au début et de pouvoir vraiment s'améliorer d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine, de jour en jour, c'est une bénédiction. Parce qu'en fait, sur le long terme, quand vous allez avoir votre succès, quand vous allez avoir quelque chose, bah, en fait, vous allez l'avoir pour le long terme. Et ça, c'est vraiment hyper important, quoi. Salut à toi et merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si aujourd'hui, tu souhaites du coup qu'on développe encore plus ce podcast afin de t'apporter un maximum de valeur sur des problématiques que tu as, n'hésite pas à commenter en dessous de la vidéo les thèmes que tu souhaiterais qu'on aborde. Et alors, si tu peux du coup nous soutenir en mettant un like, un commentaire ou un abonnement, c'est vraiment ce qui va nous permettre de développer du coup notre audience, la visibilité et derrière surtout de pouvoir recruter des gens pour pouvoir te fournir un podcast de meilleure qualité et t'aider au quotidien. Tu penses que l'entrepreneuriat c'est fait pour tout le monde? Oui, mais pas de la manière que les gens pensent. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est fait pour tout le monde. Les entreprises sont faites pour tout le monde. Parce que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est créer une entreprise et la développer. En fait, ce qui se passe, c'est savoir quelle catégorie. Je pense que tout le monde est entrepreneur, mais juste à des niveaux différents. Et je pense que n'importe quelle personne entreprend dans une boîte. N'importe quelle personne. Il y a quand même beaucoup de salariés qui sont... Entreprendre, c'est entreprendre des actions. Salarié, tu es entrepreneur. Tu entreprends dans la boîte des choses. En fait, les gens veulent une version d'entrepreneur. Ouais, il n'existe que cette version-là. L'entrepreneur, c'est pas le mec qui prend les risques pour tout le monde. C'est une facette d'entrepreneur. C'est peut-être la plus puissante facette d'entrepreneur, tu vois. Mais c'est comme si tu me dis, ouais, les footballeurs, il n'y a que ceux qui sont pros. Non, il y a des gens qui jouent au football aussi. Ils jouent à des niveaux différents, ils jouent à des manières différentes, mais ils prennent tout autant de plaisir. Et je pense que le vrai truc, c'est que si on arrivait, et c'est ça aujourd'hui le challenge, c'est qu'en fait, tout le monde veut entreprendre. Pourquoi? Parce que l'être humain est fait pour entreprendre sa vie. Tout Que le ça monde ne veut soit, pas entreprendre. tout le monde veut entreprendre à sa manière. Il y en a qui veulent entreprendre des relations, il y en a qui veulent entreprendre une amitié, il y en a qui veulent entreprendre des fondations, il y en a qui veulent entreprendre le fait d'être en meilleure forme physique, il y en a qui veulent entreprendre le fait d'aider leurs frères, leurs soeurs. Entreprendre, c'est humain. C'est pas un choix. T'es pas entrepreneur ou t'es pas entrepreneur. T'es entrepreneur de base. Maintenant, c'est toi qui vas mettre ton curseur jusque où tu as envie d'entreprendre, dans quel domaine tu as envie d'entreprendre, mais que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, au quotidien, même quand tu vas emmener tes enfants à l'école, tu entreprends la démarche de le faire. Donc, où tu as envie d'entreprendre et ce que tu as envie d'entreprendre. Mais je pense que tout le monde est entrepreneur. Ok, mais créer une entreprise. Ok, du coup, là, on vient sur le point de créer une entreprise. Non, là, on est sur autre chose. Alors, si tu veux, du coup, créer une entreprise, là, c'est autre chose. Dans ce cas-là, je pense qu'il y a très peu de gens qui sont capables de le faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, surtout, qui se mentent à eux-mêmes. Mais
ça revient sur un paramètre qui est hyper important, qui est l'entourage. Quand tu commences à regarder, tu sais, on rigolait hier du monteur Erwan, qui a fait 16 000 km pour venir à l'apéro ultra la dernière fois au mois d'octobre, qui maintenant du coup a lancé du coup son agence du coup de marketing digital avec Facebook, etc. à l'île de la Réunion. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à consommer des heures de contenu avec moi. Du coup, indirectement, il est rentré dans mon entourage. Aujourd'hui, du coup, par exemple, Erwan, on ne sait pas si c'est un bon ou un mauvais entrepreneur. On sait juste qu'avec ce qu'il a du coup pris comme contenu chez moi, il se pense, et peut-être que c'est le cas, hein, peut-être que j'ai juste réveillé quelque chose en lui, il entreprend quelque chose. Le fait d'être entrepreneur, c'est quelque chose qui est vraiment en toi et quelqu'un doit allumer la flamme. Mais le truc qu'on a régulièrement, c'est des gens qui veulent une meilleure vie et ils pensent que ça passe d'office par l'entrepreneuriat. Et le vrai problème derrière ça, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, tu te retrouves confronté à des choses auxquelles tu n'étais pas prêt et tu ne seras jamais prêt. Et tu risques du coup de faire des dépressions, des burn-out, etc. Je pense que pour entreprendre, il faut absolument avoir eu un moment de vie traumatisant, difficile, de manière à pouvoir vraiment, ça peut être dans l'ego, ça peut être dans plein de choses, de manière à avoir vraiment les ressources nécessaires pour pouvoir affronter toutes les étapes qui arrivent dans ton futur. Ok. Et toi, t'en penses quoi? Je suis d'accord avec le fait que c'est pas fait pour tout le monde. Et ce que je trouve dommage, c'est que trop de gens voient ça comme étant euh, la seule manière de réussir, entre guillemets. Parce que c'est celle qu'on expose le plus en ce moment, du moins dans ce qu'on voit, tu vois. Je parle de trop de gens, je parle du cercle qu'on côtoie et des gens qu'on voit. Mais il y a plein de manières de réussir dans la vie en étant pas forcément entrepreneur. Déjà, il y a plusieurs formes d'entrepreneuriat, mais même en sortant de ça, tu vois, tu peux être un salarié, être hyper épanoui parce que tu apportes suffisamment de valeur à l'entreprise dans laquelle tu vas et tu peux te dépasser, tu peux très bien gagner ta vie, être plus riche que la majorité des gens qui entreprennent. C'était quoi la stat qu'on a sortie déjà une fois? Je crois que c'est le top 1% salarié est mieux payé que 99% des entrepreneurs, ou Ouais. 99% des entrepreneurs. Ouais. Donc, Donc ce qui compte, c'est de performer en fait. ouais. Donc, dédicace à tous les gens qui méprisent les salariés. Sachez que le top 1% des salariés est mieux payé que 99% des entrepreneurs. Donc, choisissez correctement votre camp. Le plus important, c'est pas ce que vous faites, mais comment vous le faites. Et après, en termes d'entrepreneuriat, je pense qu'il faut entreprendre pour les bonnes raisons et savoir ce que ça en coûte dans votre quotidien et dans votre vie. Il y a l'aspect joli qu'on peut voir, mais alors il faut faire la différence entre entrepreneur, solopreneur et du type de carrière que vous voulez poursuivre. Si tu veux être solopreneur, vivre à Bali d'un business en ligne, c'est compliqué, mais c'est possible. Tu peux le faire. Tu peux aussi être freelance. Tu vois, tu peux être freelance où tu vends ton temps à plusieurs entreprises, tu as ta boîte, tu es indépendant, tu te factures, etc. Et c'est aussi possible. Et tu peux vivre dans des pays où la vie est beaucoup moins chère et en fait tu travailleras quelques heures par jour, tu auras ton confort de vie et tu seras tranquille, tu vois. Donc je parle pas de ces formes d'entrepreneuriat là qui existent et qui, si ça vous plaît et si vous aspirez à ça, c'est possible de réussir là-dedans. Je parle de celle qu'on voit le plus souvent, qui est de directeur d'entreprise, dirigeant d'entreprise, monter un vrai business et un gros business, où là, le quotidien est moins sympa, quoi. Le quotidien, c'est se lever, bosser, Recommencer. régler des problèmes Et au recommencer. quotidien et recommencer. D'a- Et toujours régler des problèmes, avoir tout le monde qui vient vers vous pour les problèmes qu'il y a à régler, maintenir une certaine discipline, une certaine constance, avoir plein de problèmes administratifs. Enfin, il y a des problèmes partout en fait. Il faut aimer une vie de sacrifice au niveau personnel et mettre sa boîte avant tout le monde si vous voulez pas exploser, mais même si vous voulez juste réussir en fait. Si vous voulez vous en sortir, il faut avoir des sacrifices. Au plus de sacrifices vous faites, je pense au plus vous aurez l'opportunité d'atteindre certains niveaux de succès, mais c'est surtout pas garanti. Il faut aussi être prêt à tout perdre, il faut avoir les reins solides, il faut être capable de prendre ses responsabilités en main quand les choses vont pas, il faut l'idée des gens et dans les moments où ça va mal, montrer la lumière, tu vois. Enfin, c'est mentalement, faut avoir la force pour porter cette vie-là, quoi. On va passer sur deux sujets. Un, euh, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est dur d'être entrepreneur et à quel point aussi, en fait, un bon entrepreneur, donc un bon entrepreneur pour moi c'est quelqu'un qui gagne de l'argent parce que c'est simple,
Le mec monte une entreprise. Le but de l'entreprise, c'est de créer du profit. Donc, un bon entrepreneur, il gagne de l'argent. La définition, elle est simple. Pour gagner beaucoup d'argent pendant longtemps, sur le long terme, ça demande du coup le niveau de sacrifice qui est maximum, qui est juste toute votre vie et tout votre temps pendant les premières années. Et que trop peu de gens, en fait, rentrent dans l'entrepreneuriat à moitié. Et du coup, derrière, ben, c'est compliqué. C'est comme quand tu rentres dans une relation à moitié. T'es pas vraiment dedans. Non. C'est soit tu vas à 100%, tu brûles tout. Et bah, si si t'es un fail, t'es un fail. Soit, en gros, entre guillemets, bah, tu fais pas tout. Mais genre, je pense que le problème aussi, c'est que les gens, par exemple, qui veulent un équilibre quand ils entreprennent, pour moi, c'est super compliqué. Parce qu'en fait, ça veut dire que euh, tu veux absolument faire comme ça, mais tu veux aussi ça. Mais c'est pas quoi. En fait, c'est pas cohérent. Genre, l'entrepreneuriat, c'est un truc qui te prend tout ton temps, Bah, toute que ton ce soit énergie. l'entrepreneuriat ou même le salariat de haute performance. Ouais. Donc, quand tu performes, si tu veux avoir le train de vie ou juste les achievements du top 1% ou 0,1%, bah, faut être prêt à faire des sacrifices dans Ouais. ton confort. Et vraiment, un truc que vous devez vraiment enregistrer comme information, c'est que tous les gens que vous voyez qui performent, tous, hein, vraiment sans exception, c'est des acharnés de travail, de perfection, de je recommence, de fail fast, de tout ce que vous voulez. Et ne vous laissez pas avoir par ce que vous entendez, etc. Sachez vraiment que ces gens travaillent très dur. Parce que sinon, il y a beaucoup de gens, comme j'aime bien, je disais à un pote hier, les vainqueurs et les losers, ils ont les mêmes objectifs. Il y en a juste un qui se concentre sur le plan d'action et l'autre qui se concentre du coup sur juste l'objectif. Mais quand tu te concentres sur le plan d'action, tu vas arriver à l'objectif. Mais quand tu te concentres que sur l'objectif, tu vas pas y arriver. Et c'est hyper important vraiment de te concentrer sur l'objectif. Le Sur deuxième le plan sujet que je d'action. voulais... Pardon? Sur le plan d'action. Sur le plan d'action, pardon. Excuse-moi. C'est super important de se concentrer sur le plan d'action. Le deuxième point que je voulais aborder, tu parlais de créer une grosse boîte. Tu penses que c'est quoi le meilleur endroit entre Dubaï ou la France pour créer une grosse boîte? On peut même aller plus loin et rajouter les États-Unis. Dubaï, la France et les États-Unis. Ok, pas mal. Euh, je pense que ouais, on peut en parler, hein. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de l'expatriation à Dubaï parce que il fait beau toute l'année, on paye pas d'impôts. Il y a plein de gens riches, il y a plein de gens beaux. Ça a l'air sympa. Moi, j'ai vécu quelques mois. Mon point de vue là-dessus et les raisons pour lesquelles j'ai décidé de ne pas rester là-bas, c'est parce que je ne me voyais pas construire une entreprise sur le long terme, vu la situation, enfin, vu ce que je voulais créer moi, qui n'était pas une entreprise basée autour de moi et 100% remote, etc. Et vu les conditions qui existent là-bas. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vivre là-bas toute l'année, c'est extrêmement difficile. Les conditions climatiques, elles sont pas du tout favorables en été. Mais quand je dis pas du tout favorable, c'est que tu sors, t'es trempé. Enfin, la plupart des gens qui vivent là-bas, ils restent pas là-bas l'été parce que c'est vraiment atroce, quoi. Donc, monter une entreprise dans laquelle, tu vois, si tu as des bureaux, si tu as des gens. Je suis pas partisan du full remote. Je pense que peut-être que je manque d'expérience, hein, mais de ce que je vois, de toutes les plus grosses entreprises que j'ai vues se fonder, etc., il y a des exceptions, bien sûr. Comme Mais la toujours. majorité, il faut qu'il y ait cet esprit d'équipe qui se crée en physique, ce lien entre les personnes. Et à moins que vous soyez sur des opportunités de marché exceptionnelles et qu'en fait vous pouviez le faire en remote, la plupart du temps, cette connexion et tous ces humains qui construisent quelque chose d'exceptionnel, ça se fait avec des liens humains et ça c'est difficile à créer en ligne, quoi. T'as pas la même relation avec tes collaborateurs si vous êtes à distance ou si vous êtes en physique ou même si vous voyez de temps en temps. Et ouais, je pense que ce premier point-là, qui est trouver des talents sur place et les recruter et les faire venir et vivre toute l'année, là-bas c'est très compliqué. Donc premier, entre guillemets, point négatif. Deuxième point négatif, c'est quel marché tu vises. Euh, une entreprise est censée être basée là où sont ses clients. Si tu montes une entreprise à Dubaï, tes clients sont censés être à Dubaï, et donc tu vas viser qui? Les touristes. Donc soit tu es une marque de luxe, soit tu es une entreprise touristique ou un business local. C'est pas ce que j'avais envie de créer, tu vois. Et donc ça n'avait pas trop de sens que j'ai ma boîte là-bas. Et si tu veux revendre une entreprise, bah, la plupart des entreprises qui se revendent, elles sont basées là où sont basés leurs clients, leurs équipes sont basées là où sont basés leurs clients. Enfin, c'est ce qui fait le plus de sens, tu vois. À part les énormes multinationales qui ont des filiales partout et qui, peut-être Facebook France, n'est pas basé en France, mais est basé au Portugal. Enfin, tu vois, ce genre de truc, de montage existe. Mais enfin, dans le commun des entreprises, c'est pas l'idéal. Donc je pense que si tu veux monter une vraie boîte, il faut que tu la montes là où il y a le meilleur marché
pour toi et pour tes clients. Pourquoi j'ai rajouté les États-Unis? Parce que je pense qu'aujourd'hui, un des plus gros marchés au monde pour la majorité des secteurs, c'est là-bas, quoi. Et c'est peut-être pas le meilleur pour démarrer, en tout cas pour se développer, pour avoir la plus de chances de réussite. En fait, si tu fais une boîte et que tu la réussis moyennement aux États-Unis, ou voire même faiblement, tu seras quand même beaucoup plus gros que le mec qui aura le mieux réussi en Europe, quoi. Ouais, ça va. Moi, mon avis là-dessus, il est évidemment anti-Dubaï, mais je vais expliquer pourquoi. Parce que ça, il faut que ça ait du sens. Alors, revenons sur du coup le but de ce podcast. Vous êtes quelqu'un qui a envie de gagner plus d'argent. Ok. Aujourd'hui, un des actifs qui est le plus intéressant, et quand vous regardez le top 10 des gens les plus riches du monde, ce sont du coup leur entreprise ou leurs actions d'entreprise. Ok. Donc l'idée, c'est d'avoir une entreprise qui vaut cher. Pour créer une entreprise qui vaut cher, il faut du coup qu'il y ait des gens qui veulent payer cher. Si vous êtes sur le marché européen, si vous êtes sur le marché américain, vous allez trouver beaucoup de gens qui vont payer cher pour votre entreprise. Mais aujourd'hui, la génération d'avant, qui ont entrepris pour la majorité du coup, soit en Europe, soit aux États-Unis, et il y a évidemment une partie en Asie, mais par rapport à vous qui êtes francophone aujourd'hui, si vous regardez ce podcast de toute manière, c'est que vous êtes francophone, il est beaucoup plus intéressant d'entreprendre en Europe ou peut-être aux États-Unis, là où il y aura beaucoup plus d'acquéreurs et d'acheteurs pour votre entreprise. L'idée, c'est que votre actif, donc votre entreprise, soit le plus attrayant possible. Aujourd'hui, si vous montez une entreprise à Dubaï, je connais déjà, moi, parce que c'est mon cadre de compétences, très peu de fonds d'investissement, très peu de business angels ou très peu de personnes qui peuvent racheter votre actif ou votre entreprise à Dubaï. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que oui, vous allez sauver de l'argent sur le court terme. Ça, c'est une certitude. Et du coup, vous allez être plus liquide que la majorité des gens. Mais le problème, c'est que quelques centaines de milliers d'euros ou quelques millions que vous allez sauver, bah, c'est peut-être toute la valeur de votre entreprise qui, plus tard, vous allez la détruire. Parce qu'en fait, bah, vu que votre actif ne sera pas dans un pays, aujourd'hui, Dubaï peut paraître stable sur plein d'aspects. Mais en attendant, du jour au lendemain, il y a plein de facteurs que vous maîtrisez pas. Comparé par exemple, on va prendre vraiment la France pour faire vraiment plus simple. Et derrière, c'est beaucoup plus facile en fait de créer un actif stable, sain et dans lequel vous trouverez des investisseurs, des acheteurs, même le rentrer en bourse. Je ne sais même pas s'il y a la bourse à Dubaï pour être honnête avec vous. Donc à vérifier. En Peut-être Arabie Saoudite, je pense. Ouais. Bah, voilà. Mais les Émirats Arabes Unis c'est un marché qui est trop petit, quoi qu'il arrive, que quand tu regardes les entreprises qui opèrent là-bas, Ouais. encore une fois, je parle pas du gars qui a sa petite boîte et qui fait son business et qui Oui, vend en voilà. France et qui paye pas la TVA, tu vois. Je parle de la vraie entreprise qui s'établit et qui a pour but de revente. Bah, En fait, quand on regarde Dubaï, je pense que c'est un bon pays pour vivre quand on ne travaille pas. Mais travailler là-bas en pensant créer de la valeur ou un actif long terme, c'est plus ça. Si tu penses que tu vas aller habiter là-bas à Dubaï et créer un actif long terme, bah, tu te mens à toi-même parce qu'il y a très peu de gens qui veulent de ton actif long terme. Il faudra que tu arrives à le revendre, ce qui est beaucoup plus compliqué à faire en France ou aux États-Unis. Et c'est pour ça que moi, je suis anti ça. Parce que je pense que par contre, dans une stratégie d'entreprise d'optimisation fiscale ou même de cheminement des flux ouais, ou si monétaires, tu as un one-person business que tu veux scaler au maximum et que tu après, cherches pas à nous, revendre ton entreprise, tu ouais, vois. mais dans notre communication ici, on ne parle pas vraiment aux personnes qui sont des one Non, person mais il y a business. peut-être des gens qui regardent et qui se disent, enfin, tu vois. Ouais, Je pense qu'il faut être large et on va s'adresser dans notre contenu majoritairement aux gens qui veulent créer des vraies entreprises sur le long terme. Il faut expliquer les choix et les différences, tu vois. bah, en choisissant aussi ce positionnement-là, on sait bien que ça va intéresser beaucoup moins de personnes, Ouais. mais nous, c'est le C'est les chemin gens qu'on qu'on veut veut qui toucher, regardent ouais, notre parce contenu, ouais. que les personnes qui veulent faire des quick wins, les personnes... Alors, je dis pas, hein, vu notre situation à la base qui est assez précaire, on était vraiment prêt à faire beaucoup de choses pour gagner de l'argent, mais toujours dans le soin de la réputation, de créer des bons produits, de le faire avec long terme. Mais il suffit de regarder, du coup, ne serait-ce que personnellement, enfin, notre parcours pour comprendre qu'on a toujours essayé de créer des choses qui avaient porté vraiment de la valeur aux consommateurs et ensuite derrière bah, aux investisseurs et après derrière, donc pourquoi pas entrer en bourse, etc., etc. Mais vraiment dans cette philosophie long terme et le fait vraiment de créer quelque chose de qualitatif. Ça Et n'a pas nous, toujours été mon cas. ouais, c'est vrai que ça n'a pas toujours été ton cas. J'ai commencé avec le dropshipping. J'ai jamais scalé énormément ce genre de business parce que ça me plaisait pas. Et au final, tu te rends compte que ne serait-ce qu'avec les délais de livraison, etc., les clients sont très insatisfaits.
Donc j'ai rapidement switché vers un modèle de marque où là, on faisait du stock qu'on commandait toujours en Chine, mais de bien meilleure qualité, qu'on faisait envoyer là-bas et on livrait en 24-48 heures partout aux US. Ensuite, j'ai toujours été quand même attiré par les opportunités assez court terme. Je pense que maintenant j'ai passé cette phase parce que je me suis pris une assez bonne claque sur le dernier échec que j'ai eu par rapport au Web3 et au crypto. Mais j'ai toujours eu cet intérêt de me dire c'est possible, pourquoi pas, tu vois. Si c'est possible de le faire facilement, pourquoi est-ce que c'est la tête des opportunités qui existent? Essayons de le faire. Jamais dans le scam, les arnaques, et toujours en essayant de proposer un bon produit au client et faire en sorte que il soit correctement livré, quoi. Euh, mais, euh, mais ouais, je pense que quand tu es jeune, que tu n'as pas d'expérience, que tu vois plein de choses sur Internet, etc., c'est normal d'être attiré par ça. Là où je pense que c'est important et j'aimerais bien faire passer un message, c'est qu'en ayant eu cette expérience, c'est qu'il n'y a personne aujourd'hui que je connais qui a eu du succès dans le business en ligne rapidement, dont j'ai envie d'avoir le parcours et la vie. Et c'est la raison pour laquelle même, enfin, il y a quelques années, hein, j'ai décidé de ne pas rester à Dubaï et de me diriger vers Londres, plus long terme, revenir en Europe, etc. Parce que ce que je veux à terme, moi, c'est pas travailler et gagner de l'argent, le dépenser, travailler, gagner de l'argent, le dépenser. J'ai envie de construire des choses sur le long terme, d'avoir un patrimoine, d'avoir quelque chose qui grossit au fur et à mesure et pas juste d'échanger mon temps contre de l'argent, même si c'est des sommes qui peuvent être grandes, mais c'est de construire quelque chose, quoi. Et ça, c'est pas possible dans le format. Il y a des exceptions, encore une fois, hein, mais c'est très très rare et c'est très très compliqué. Mais ouais, le seul moyen de le faire, c'est vraiment de créer un produit, un service avec une vision long terme qui apporte de la valeur, principalement en Europe, quelque chose de tangible, dans un marché qui existe déjà, et c'est plus simple, comment dire, plus réaliste, plus atteignable, euh, plus long, mais qui a plus de chances de perdurer. En fait, il faut se dire un truc, c'est que moi, ce que je peux comprendre, c'est le gars qui regarde le podcast aujourd'hui. Bon, je pense que déjà, si tu es jusqu'ici, c'est que techniquement, tu es déjà un peu plus ouvert que la moyenne, mais de se dire, ok, vos trucs, c'est bien, mais moi, j'ai besoin de gagner de l'argent tout de suite, très vite, etc. Et en fait, moi, ce que je veux t'expliquer à travers ce podcast, c'est très bien ce que tu veux faire, mais sache que si tu veux gagner de l'argent très vite, etc., bah, tu vas finir mal très vite, etc. Tandis que si tu construis ta richesse et du coup sur des vraies compétences qui sont donc, par exemple, je prends un exemple simple, ça peut être du rachat d'entreprise, ça peut être en fait des secteurs qui sont long terme, qui ont prouvé vraiment que ça faisait des années que ça marche, ben là derrière, tu vas pouvoir vivre des années, tu vas pouvoir mettre des générations à l'abri. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça te semble absurde parce que voilà, tu es dans ta situation et tu te dis mais comment c'est possible, etc. Mais dis-toi qu'il y a un truc moi qui m'a toujours guidé durant ma carrière entrepreneuriale et qui j'espère va rester jusqu'au bout de ma carrière entrepreneuriale, c'est le bon sens. Et le bon sens, on l'a à tous les niveaux, de toute la manière possible et qu'en général, le bon sens c'est le truc qui te trahit vraiment pour moi jamais. Parce que tu peux jamais regretter, comme je dis toujours, une décision que tu as prise avec bon sens et long terme. Et en fait, aujourd'hui, ce que je dis, c'est est-ce que ce qu'on veut transmettre à travers ce podcast, et c'est pour ça qu'on va faire que des invités vraiment qui ont des vrais business, qui ont duré depuis plusieurs années, qui ont apporté de la vraie valeur, qui ont des réputations intactes, qui ont vraiment, à travers leurs actes, pas leurs paroles, parce que c'est ça le vrai problème d'Internet, à travers leurs actes, démontrer que c'était des personnes qui avaient une forte valeur ajoutée sur le marché et que vous pouvez apprendre de ces gens-là. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a ces conversations-là, mais ça, on a avec ces apprentissages, moi avec les miens. On aura des invités également qui vont venir vous apprendre ça, mais vraiment rester concentré sur le processus, essayer le plus vite possible, et on va essayer de, à travers les conseils, même toutes sortes d'événements et choses qu'on organise, de vous aider à vous guider correctement. Mais dès que vous allez gagner vos premiers 10, 15, 20 000 euros par mois, restez tranquille, genre vraiment concentrez-vous sur des réelles compétences, connaissances et sur bien développer vraiment votre personne afin du coup de grandir et de vous développer le plus vite possible et surtout de la manière la plus saine possible. Top. Moi, je pense qu'on a fait passer le message qu'on voulait faire passer à ce sujet-là. Juste une petite nuance, c'est que business long terme ne veut pas forcément dire souffrir pendant 10 ans, quoi. Ouais. Business long terme, tu peux juste déjà au bout de 6 mois avoir un business qui te paye, avec lequel tu es confortable, enfin tu as un salaire, tu as un truc et c'est plus lent, c'est plus long, mais tu vas monter de manière exponentielle, quoi. Maintenant, la question c'est par quoi est-ce qu'on commence et quelles sont les opportunités
de business long terme qui existe en 2024. Qu'est-ce que tu conseilleras à quelqu'un qui démarre, qui veut se lancer? Pas forcément quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Je pense que si vous avez 18 ans, que vous sortez d'école, etc., le mieux c'est d'aller trouver un taf, d'apprendre à faire des choses, d'avoir de la valeur à apporter dans le monde, ou alors de devenir freelance. Enfin, du moins, apprenez en compétences et vous ne souhaitez pas vous lancer trop vite, trop fort, et juste prenez le temps de gagner en expérience et en compétences. Euh, Idéalement, aller travailler pour un entrepreneur, je pense que c'est une des meilleures choses à faire quand tu ouais. démarres. Je pense que vraiment, pour moi, si aujourd'hui tu débutes, tu n'as pas encore d'idée de business, hein, c'est vraiment se focus sur tes connaissances, tes compétences et vraiment, entre guillemets, quel est le problème qui est autour de toi que tu penses que tu peux résoudre et que tu as les capacités pour. Je prends un exemple simple, Freshéo. J'entendais tout le monde autour de moi qui disait j'ai pas le temps de cuisiner, j'aimerais bien manger plus sainement, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela. Et du coup, j'écoutais les gens. Et en fait, quand j'ai sorti le produit, bah, les premières personnes qui ont acheté, c'est les personnes autour de moi. Et aujourd'hui, trop de gens essayent d'inventer le dernier téléphone qui éteint le feu. Alors, un téléphone qui éteint le feu, c'est génial, mais en soi, il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont besoin. Et je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est se concentrer sur les problématiques qui sont autour de nous parce que tout le monde écoute, tout le monde entend. Et comme je dis toujours, c'est deux bouches, une oreille, une bouche, pardon, et deux oreilles, donc respecter le ratio. Et du coup, en gros, écoutez vraiment ce qui se passe autour de vous et en fonction de ça, créez votre produit ou votre service. Mais vraiment, essayez de vendre des trucs aux gens autour de vous au début, quoi. Je pense que pour moi, c'est le plus simple, quoi. Business de produit ou plutôt business de service? Ça dépend des compétences de chacun. Moi, par exemple, bah, j'aurais pas pu vendre un business de service parce que j'ai pas de compétences. euh, Enfin, j'ai pas de compétences en particulier que je fais mieux que n'importe qui. Par contre, un business de produit, Bah, il y a un peu le Fresho, c'est un peu les deux, quoi. Tu as produit slash service. ouais, mais pour moi, service, c'est genre comme Mathieu, tu vois, coiffure. Hmm. Et Ouais. du coup, entre guillemets, tandis qu'un business de produit, ce qui est bien, c'est que c'est l'ensemble de beaucoup de compétences Mhm. et bah, de plein de process, de plein de choses, etc. Et là, moi, c'est là où moi je préfère faire, entre guillemets, pour trouver beaucoup de bonnes personnes, les placer à des bons endroits et créer un chouette produit et une mission ensemble. Ça, c'est quelque chose qui me correspond plus. Maintenant, ça dépend de votre personnalité. Et des fois aussi, moi, je pense qu'un truc qui est important, c'est que tout au long de ce podcast, on vous a dit n'allez pas trop vite, mais passez quand même un maximum de fois à l'action. C'est n'allez pas Ouais. trop vite dans Dans, votre dans volonté. l'ambition et dans choisir des opportunités court terme, mais bien sûr, faut aller vite dans l'action et dans C'est l'exécution, quoi. ça. Vraiment, allez-y à fond là. Là-dessus, il faut jamais avoir de retenue, quoi. L'action, l'action, Ouais. l'action, l'action. Pour moi, comme je dis toujours, l'action paye plus que la réflexion. C'est quelque chose que vous devez vraiment tenir à jour. Il faut vraiment être constamment à l'action. Et si vous voulez savoir si vous êtes dans la bonne direction, simple. Votre objectif, votre plan. Et est-ce que chaque jour vous avancez vers une marche vers leur plan? Et il y avait, je trouve, je sais plus qui dit ça, mais je trouve que c'est une phrase qui est géniale. Trop de gens sont concentrés sur une vie extraordinaire alors qu'ils ne veulent pas passer des journées extraordinaires. Et je pense que c'est ça la vraie clé, c'est de faire de chaque journée une journée extraordinaire. Ok. Moi, je pense que du coup, pour comment est-ce qu'on choisit une opportunité et quelles sont les différentes opportunités qui existent aujourd'hui, il faut faire des grands choix en fait. Il y a des grands choix à faire avant même. Du coup, c'est produits ou services. Il y a digital ou physique. Et ça, c'est en fonction de vos appétences, de vos compétences, de votre réseau. Si vous êtes quelqu'un qui est, euh, comment dire, extrêmement pas du tout à l'aise avec les ordinateurs, qui comprend rien et qui connaît personne autour de lui, qui peut monter un site internet, c'est pas de faire un logiciel d'IA, quoi. Par contre, si vous êtes un gars qui déteste se salir les mains et être dans le dur, etc., lancez pas un business dans la cuisine ou dans le nettoyage. Je pense qu'il faut que ce soit cohérent avec vous, avec qui vous êtes, avec ce que vous savez faire, en premier. Et ensuite, il faut qu'il y ait un réel besoin sur le marché. Comment savoir s'il y a un réel besoin sur le marché? Il faut valider son idée. Il y a plusieurs manières de la valider. Si c'est une idée physique, comme Marvin dit, ben, le mieux c'est de voir autour de vous qui sont les gens que vous côtoyez et à quel point est-ce qu'ils seraient intéressés par ce que vous faites. Donc essayez de trouver votre cible et si vous n'arrivez pas à trouver des gens qui sont prêts à acheter vos produits autour de vous quand c'est un business physique, généralement c'est mauvais signe, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais tous les gens qu'on connaît et qui ont démarré des business physiques, bah, il y avait des gens autour d'eux parce que les gens sont habitués à consommer physique, donc ça c'est pas très compliqué de les trouver. Non, je suis d'accord avec toi. En fait, mais c'est souvent en fait, le red flag, il est dans le fait que si quelqu'un, enfin, si vous êtes plombier, que vous savez que régulièrement il y a des soucis de plomberie autour de vous et que personne ne vous appelle, il y a un problème. Vous êtes trop cher, ou vous n'êtes pas bon, ou il y a plein de soucis comme ça. On va revenir souvent sur des métiers manuels, ou enfin, je pourrais prendre plein de métiers traditionnels, mais
l'idée, c'est vraiment de se dire, faut faire des exemples simples, comme ça vous comprenez vite la métaphore de ce qu'on veut dire. Ouais. Si vous ouvrez une salle de gym et que personne ne va chez vous, bah, c'est que vous n'y avez pas besoin de salle de gym, quoi. Ou vous êtes trop cher, ou vos Mm. machines ne sont pas les meilleures. Enfin, je veux dire, par exemple, Mais il aujourd'hui pour moi, faut sonder en fait. Essayer d'investir un minimum au départ. Ouais. Et la plupart des business même physiques, peuvent se lancer sans argent Mhm. ou avec très très peu, quoi. Faut tester la version minimale de votre idée avant même de vous lancer et de la vendre, cette version-là. je pense que ça, c'est une porte. Si vous êtes quelqu'un de pas créatif, je vais vous donner une vraie astuce. Si vous êtes quelqu'un de pas créatif, moi, un truc que je ferai aujourd'hui, je pense que vraiment la vraie clé pour se développer en tant qu'entrepreneur, c'est les mentors. Et alors, on se dit, ouais, mais comment trouver un mentor? Ok. N'importe quelle personne aujourd'hui, là, je suis dans un zoning qui est industriel, n'importe quelle personne qui a monté un business, ça peut être mon mentor. Peu importe. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye d'avoir le salaire le plus bas possible. J'essaye de créer un maximum de valeur dans la boîte en fonction du coup de mes compétences et de mes connaissances. Et j'essaye d'avoir de l'actionnariat dans la boîte et de monter, de monter, de monter, de monter, de monter. La création de valeur, la création de richesse la plus simple pour moi aujourd'hui, elle est via de l'action de société. Elle est via, entre guillemets, de la valeur de société. Elle est via créer de la valeur, créer de l'EBITDA, créer de la marge pour des entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont de l'or dans les mains, mais qui ne savent pas le vendre, qui ne savent pas le communiquer, qui ne savent peut-être pas recruter. Et chaque personne qui a entrepris un projet, un service qui est sur une vraie ligne directrice où il y a de l'attraction, où il y a du marché, je pense que ça peut être plein d'endroits où vous pouvez vous intégrer. Prenez l'exemple de McDonald's, le mec il n'a pas inventé McDo. Alors, est-ce que vous êtes obligé d'être aussi agressif dans votre démarche entrepreneuriale? Ça dépend de vous. Mais si vous prenez un autre cas, genre comme Bernard Arnault, qui est quand même, je crois, le deuxième ou troisième homme le plus riche du monde, on n'est pas toujours obligé de réinventer la roue pour gagner de l'argent. Vous avez les exemples parfaits. Elon Musk, il rachète aussi des business. Alors, il en invente, mais il en rachète beaucoup. Bernard Arnault, etc. Et si vous vous dites, ouais, mais moi, j'ai pas d'argent pour acheter un business, c'est pas grave. Moi, je connais aujourd'hui un mec qui s'appelle Olivier Destin. Il était meilleur vendeur de motos d'Île-de-France il y a peut-être 15 ans. Bah, il a pu se cotiser avec le deuxième meilleur vendeur. Ils ont mis peut-être leur maison en hypothèque. Donc, ça a pris quelques années, ça a pris 5-6 ans. Et derrière, ils ont pu racheter le business de leur patron. Donc, il existe des alternatives. Et je veux dire, il y a plein de choses. Si vous n'êtes pas créatif, vous ne savez pas comment inventer le business, aujourd'hui, vous travaillez dans un business qui marche, bah, essayez de rentrer dans l'actionnariat de votre patron. Si votre patron ne veut pas de votre actionnariat, mais que vous êtes vraiment un top salarié, allez dans le business d'en face et mettez-lui la pression, quoi. Mais il y a des opportunités qui existent, elles sont autour de vous. Restez vraiment réfléchis. Peut-être qu'aujourd'hui, on vous dit de lancer votre business, ce n'est pas la meilleure chose. Mhm. Mais, quoi qu'il arrive, entre guillemets, et il y a une stat qui est sortie en France, c'est le fait qu'il y ait trop de business à reprendre par rapport Ouais. aux gens qui veulent aux gens qui Et peuvent. qui ont les compétences. Alors, moi, je peux vous dire un truc. Là où il y a trop de demandes, du coup, ça veut dire que vous pouvez être agressif sur l'offre. Vous pouvez peut-être payer le business en plusieurs fois. Il y a plein de choses qui sont en place. Vendeur. Ouais, la BPI est en place. Enfin, bref, il y a plein de choses qui sont en place en France pour pouvoir racheter des business. Donc, vraiment, soyez focus là-dessus et soyez ouverts de toutes les opportunités qui peuvent être à vous. Restez juste dans la ligne directrice qui est le bon sens et le long terme et de passer un maximum à l'action parce que ça paye plus que la réflexion. Ouais. Je pense qu'on peut même en faire un épisode entier, hein, sur le Ouais. rachat d'entreprise, etc. Mais c'est Ouais. une vraie opportunité aujourd'hui. Si vous avez un peu de capital, que vous souhaitez vous lancer dans peu importe quel domaine, c'est beaucoup plus simple de racheter une entreprise que d'en démarrer une de zéro, quoi. Vous pouvez, alors il y a bien sûr, faut faire attention, faire une bonne due diligence et aux projections potentielles du marché dans lequel vous vous lancez et de l'entreprise. Mais vous ne devez pas faire de 0 à 1, en fait. Vous skippez cette étape de 0 à 1 où vous rentrez directement et vous réglez des problèmes qui sont en place. Si vous êtes quelqu'un de très analytique, structuré, un bon gestionnaire, ben, vous avez peut-être plus de chances de racheter une entreprise que d'en démarrer une de zéro. À l'inverse, vous êtes plutôt créatif, que vous n'avez pas trop de capital, pas trop d'expérience, etc., vous avez plus de chances de vous enrichir en démarrant une entreprise. Yes. Est-ce qu'on clôturerait pas là-dessus? J'avais Dernier encore sujet. 2-3 autres sujets. Ok. Un point dont j'ai pas parlé, c'était que je parlais de valider son idée. Pour le physique, on en a parlé, c'est les gens autour de toi. Pour le digital, ce que vous pouvez faire, c'est simplement démarrer une landing page. Donc une simple page sur laquelle vous mettez une liste d'attente ou alors même une page de simulation où les gens peuvent faire semblant d'acheter. Vous lancez de la pub dessus, vous la diffusez sur les réseaux sociaux, vous voyez s'il y a de l'intérêt. Et là, vous pouvez voir au moins s'il y a un minimum de traction ou alors si
ça vaut pas le coup, mais valider votre idée, c'est important. Avant de vous lancer, avant de faire des investissements importants, il y a trop de gens qui construisent des trucs pendant des mois ou des années, alors que personne n'en a besoin, ils ont à aucun moment validé l'intérêt du marché. Il y a des gens qui investissent directement dans des machines, dans des locaux, dans des trucs, et après ils se retrouvent avec du stock ou des actifs dont ils peuvent rien faire parce que personne n'est intéressé par ce qu'ils font. Donc c'est important de passer par cette étape de validation, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi à 100%. Bon, je sais pas si tu veux que je rebondisse sur ce sujet-là. Non, non. Et dernier point, une fois qu'on a validé son idée, qu'on a démarré, où est-ce qu'on trouve ses premiers clients et qu'on commence à vendre finalement? La fameuse question des premiers clients. Où est-ce que je trouve mes premiers clients? Savoir que déjà, je pense un entrepreneur, c'est avant tout un vendeur. Ouais. Vous êtes le vendeur au début de vos produits, de vos services, mais ensuite vous devenez le vendeur de votre entreprise pour recruter des talents autour de vous Des ou investisseurs. alors des investisseurs. Enfin, au fur et à mesure, un entrepreneur est un vendeur, quoi. De toute façon, non. Un bon entrepreneur est un vendeur. Mm. Parce que si vous êtes quelqu'un qui est orienté produit, c'est très bien. Le seul problème, c'est que vous êtes obligé de vous associer avec un vendeur. Parce que le vendeur, c'est celui qui, comme disait Mason, vend l'entreprise aux salariés, aux clients, aux invests, aux banques, aux assurances, à n'importe quel partenaire que vous avez besoin pour développer votre activité économique. Donc je pense que oui, effectivement, pour moi, si vous êtes un bon entrepreneur produit, trouvez un bon entrepreneur vendeur parce que sinon vous ne pourrez jamais aller loin. Maintenant, une fois que ce sujet-là est clos, où est-ce qu'on trouve ses premiers clients? Les premiers clients, c'est les gens autour de vous. Amis, connaissances, contacts. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui regardent du coup cet épisode connaissent au minimum 50 personnes. Ben, imaginez-vous que ces 50 personnes connaissent 50 personnes aussi. Ça vous fait un réseau qui est déjà très grand pour commencer à vous développer, pour prospecter. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de oui au début. Vous avez besoin que de un oui. Si vous avez un oui, derrière, vous utilisez du coup cette personne-là pour faire une recommandation et ça fait effet boule de neige. Mais ce qui est hyper important, c'est d'avoir un bon produit, un bon service, de l'exécuter parfaitement ou le plus correctement possible avec les moyens du bord, de le vendre à un bon prix. Au début, c'est toujours bien de vendre moins cher que le marché, ne serait-ce que pour que les gens utilisent votre service. Et après, derrière, vous augmentez votre prix au fur et à mesure parce que c'est beaucoup plus simple d'augmenter un prix. Parce que quand vous diminuez votre prix alors que vous avez déjà une structure de coût qui est établie, pour moi, c'est le meilleur moyen de finir en banqueroute, quoi. Tu penses qu'il faut proposer son produit ou son service gratuitement au début? Si les gens peuvent faire de la visibilité, oui. Si les gens peuvent donner un avis sincère et transparent, honnête, oui. Mais sinon, non. Parce que ça n'a pas de sens, quoi. Ok. Donc, et je rappelle qu'il est interdit de vendre à perte. Et est-ce qu'il vaut mieux commencer avec un prix plus bas ou un prix plus élevé? Comment tu établirais ton Moi, je prix? pense qu'il faut commencer avec un prix bas. Ne serait-ce que pour voir si la demande est là, quoi. Et après, tu évolues en fonction. Et aussi, un truc qu'il faut jamais faire, c'est augmenter les anciens clients. Je pense que des gens qui t'ont fait confiance, du moment que même si tu es break-even, donc tu ne gagnes pas d'argent, tu n'en perds pas, c'est pas bon du tout pour le care client d'augmenter un ancien client, quoi. Peu importe, s'il a envie de soutenir l'entreprise, on peut lui demander de le soutenir autrement, en lui vendant des nouveaux produits, des nouveaux services, etc. Mais sur le produit de base sur lequel lui est content chez vous, il ne faut jamais augmenter un ancien client. C'est pas bon du tout. Je pense qu'on a fait le tour pour ce premier épisode. N'hésitez pas si vous avez des sujets de 0 à 1 que vous pensez qu'on a obligé d'aborder ou que, alors que vous voulez qu'on creuse un peu plus en profondeur et plus en détail. En tout cas, j'ai bien aimé ce nouveau format. Je trouve qu'on a bien creusé la question. Ouais, je pense que là, ici, ce qu'on va faire pour le prochain épisode, et ça va être encore beaucoup plus rempli de valeur, c'est que vraiment, la séquence du podcast va être 100% organisée. Et du coup, derrière, on va pouvoir aller encore plus en profondeur, peut-être sur les sujets ou sur les choses qu'on va dire, rajouter des études ou rajouter des sources pour que les gens puissent aussi s'informer et s'éduquer de manière supplémentaire. Mais franchement, j'ai bien aimé ce nouveau format et j'espère surtout que ça va vous apporter un maximum de valeur. N'hésitez pas à nous mettre un like, un commentaire parce que ça nous soutient. Et plus vous nous soutenez, ne serait-ce qu'avec un like et un commentaire, qui je le rappelle est gratuit, ou un abonnement, ça nous permet de produire de la meilleure qualité et surtout pour le futur, de pouvoir vous produire des meilleurs podcasts, de vous donner de la meilleure valeur, de recruter des gens et donc de créer ensemble un écosystème meilleur. Merci Mason pour ce premier épisode Merci à toi. et à la semaine prochaine.